Jusqu'ici, votre étude vous a fait découvrir que la pensée est une activité spirituelle et qu'elle est donc dotée d'un pouvoir créateur. Ceci ne signifie pas qu'une certaine pensée est créatrice, mais bien que toutes les pensées sont créatrices. Ce même principe peut être mis en œuvre d'une manière négative par le processus de la dénégation. Le conscient et l'inconscient ne sont que deux phases d'action liées à l'esprit. La relation de l'inconscient au conscient est analogue à celle qui existe entre une girouette et l'atmosphère. Tout comme la moindre pression de l'atmosphère cause une action sur la girouette, de même, la moindre pensée entretenue par le conscient produit dans votre inconscient une action exactement proportionnelle à la profondeur du sentiment caractérisant votre pensée et à l'intensité avec laquelle vous vous livrez à cette pensée. Il s'ensuit que si vous niez des conditions peu satisfaisantes, vous ôtez de ces conditions le pouvoir créateur de votre pensée. Vous les coupez à la racine, vous sapez leur vitalité. Rappelez-vous que la loi de la croissance régit nécessairement toute manifestation dans le monde objectif, de sorte que le rejet de conditions peu satisfaisantes ne provoquera pas un changement instantané. Une plante restera visible pendant un certain temps après que ses racines aient été coupées, mais elle se fanera graduellement et disparaîtra en fin de compte. De même, le retrait de votre pensée de la contemplation de conditions insatisfaisantes mettra un terme graduellement mais sûrement à ces conditions. Vous verrez que c'est une voie exactement opposée à celle que nous serions naturellement enclins à adopter. Dès lors, elle aura un effet exactement opposé à celui que nous obtenons habituellement. La plupart des personnes se concentrent avec une vive attention sur leurs conditions peu satisfaisantes, en offrant ainsi à la condition la mesure d'énergie et de vitalité nécessaire pour assurer sa croissance vigoureuse. L'énergie universelle dans laquelle tout mouvement, lumière, chaleur et couleur ont leur origine ne participe pas à la limitation des nombreux effets dont elle est la cause, mais elle les domine tous. Cette substance universelle est la source de tout pouvoir, de toute sagesse et de toute intelligence. Reconnaître cette intelligence consiste à vous familiariser avec la qualité de sagesse de l'esprit et, par elle, à vous déplacer dans la substance universelle et à l'harmoniser dans vos activités. C'est quelque chose que le plus cultivé des professeurs de sciences physiques n'a jamais tenté. Un champ de découverte non encore développé. Peu d'écoles matérialistes ont capté le premier rayon de cette lumière. Il ne semble pas leur être venu à l'esprit que la sagesse est présente partout, tout autant que la force et la substance. Certains diront, si ces principes sont vrais, pourquoi ne les prouvons-nous pas? Puisque ce principe fondamental est de toute évidence correct, pourquoi n'obtenons-nous pas les résultats appropriés? Nous en obtenons. Nous obtenons des résultats exactement conformes à notre compréhension de la loi et à notre capacité de l'appliquer de manière appropriée. Nous n'avons obtenu aucun résultat des lois régissant l'électricité jusqu'à ce que quelqu'un en formule la loi et nous montre comment l'appliquer. Ceci nous place dans une toute nouvelle relation avec notre environnement qui ouvre des possibilités insoupçonnées grâce à la séquence ordonnée d'une loi qui est naturellement incluse dans notre nouvelle attitude mentale. L'esprit est créateur. Le principe sur lequel repose cette loi est sain, légitime et inhérent à la nature des choses. Ce pouvoir créateur ne provient pas de l'individu, mais de l'universel, qui est la source et la fontaine de toute énergie et de toute substance. L'individu est tout simplement le canal de distribution de cette énergie. L'individu est le moyen par lequel l'universel produit les diverses combinaisons qui se traduisent dans la formation des phénomènes. Nous savons que les scientifiques ont réduit la matière à un nombre considérable de molécules. Ces molécules ont été résolues en atomes.
et les atomes en électrons. La découverte d'électrons dans de hauts tubes à vide en verre contenant des bornes soudées en métal dur indique d'une manière concluante que ces électrons remplissent tout l'espace, qu'ils existent partout et qu'ils sont omniprésents. Ils remplissent tous les corps matériels et occupent la totalité de ce que nous appelons l'espace vide. Telle est la substance universelle dont procède toute chose. Les électrons resteraient à jamais des électrons s'ils n'étaient pas dirigés et assemblés pour constituer atomes et molécules. Ce directeur est l'esprit. Plusieurs électrons tournant autour d'un centre de force constituent un atome. Les atomes s'unissent selon des ratios mathématiques absolument réguliers et forment des molécules. Celles-ci s'unissent l'une à l'autre pour former une multitude de composés qui s'assemblent pour construire l'univers. L'atome le plus léger à notre connaissance est l'hydrogène. Il est 1700 fois plus lourd qu'un électron. Un atome de mercure est 300 000 fois plus lourd qu'un électron. Les électrons sont de l'électricité négative pure, et comme ils ont la même vitesse potentielle que toute autre énergie cosmique, telle que la chaleur, la lumière, l'électricité et la pensée, le temps et l'espace sortent de toute considération. La façon dont la vitesse de la lumière a été établie est intéressante. La vitesse de la lumière a été obtenue par l'astronome danois Roemer en 1676 par l'observation des éclipses de lune de Jupiter. Lorsque la Terre fut la plus proche de Jupiter, l'éclipse est apparue environ 8 minutes et une demi-minute trop tôt pour ses calculs. Et lorsque la Terre fut la plus éloignée de Jupiter, elle était environ 8 minutes et une demi-minute en retard. Roemer en a conclu qu'il fallait 17 minutes à la lumière de la planète pour traverser le diamètre de l'orbite de la Terre, ce qui mesurait la différence de distance de la Terre par rapport à Jupiter. Les électrons se manifestent dans le corps sous la forme de cellules et possèdent un esprit et une intelligence suffisantes pour pouvoir exécuter leurs fonctions dans l'anatomie physique humaine. Chaque partie du corps se compose de cellules dont certaines fonctionnent indépendamment et d'autres en communauté. Certaines s'occupent de créer les tissus, tandis que d'autres s'engagent dans la formation des diverses sécrétions nécessaires pour le corps. Certaines agissent comme des transporteurs de substances, d'autres sont des chirurgiens qui réparent les dommages. D'autres sont des extracteurs qui emportent les déchets. D'autres sont continuellement prêtes à repousser les envahisseurs ou tout autre intrus indésirable de la famille des microbes. Toutes ces cellules se meuvent dans un but commun. Chacune est non seulement un organisme vivant, mais elle possède aussi une intelligence suffisante pour pouvoir exécuter ses fonctions nécessaires. Elle est également dotée d'une intelligence suffisante pour maintenir l'énergie et perpétuer sa propre vie. Elle doit donc garantir une alimentation suffisante. Et il fut découvert qu'elle exerce un choix dans la sélection de cette alimentation. Chaque cellule naît, se reproduit, meurt et est absorbée. Le maintien de la santé et de la vie elle-même dépend de la régénération constante de ces cellules. Il est donc évident qu'il y a un esprit dans chaque atome du corps. Cet esprit est un esprit négatif. Le pouvoir qu'a l'individu de penser est en fait un esprit positif capable de contrôler cet esprit négatif. C'est l'explication scientifique de la guérison métaphysique qui permettra à n'importe qui de comprendre le principe sur lequel repose ce phénomène remarquable. Cet esprit négatif, qui est contenu dans chaque cellule du corps, a été appelé l'inconscient, parce qu'il agit sans notre connaissance consciente. Nous avons constaté que cet esprit inconscient est sensible à la volonté du conscient. Toutes choses trouvent leur origine dans l'esprit, et les aspects sont le résultat de la pensée. Nous remarquons donc que les choses en elles-mêmes n'ont ni origine, ni permanence, ni réalité.
Comme elles sont produites par la pensée, elles peuvent être effacées par la pensée. Dans le mental, comme en sciences naturelles, des expériences sont menées et chaque découverte rapproche un peu plus l'homme de son but possible. Nous constatons que chaque homme est le reflet de la pensée qu'il a entretenue pendant sa vie. Elle est marquée sur son visage, sa silhouette, son caractère, son environnement. Chaque effet cache une cause. Si nous suivons sa piste jusqu'à son point de départ, nous découvrirons le principe créateur dont il s'est développé. Ceci a été démontré avec une telle précision, maintenant que cette vérité est généralement admise. Le monde objectif est contrôlé par un pouvoir invisible et inexplicable jusqu'ici. Nous avons personnalisé ce pouvoir et l'avons appelé Dieu. Cependant, nous avons maintenant appris à le considérer comme l'essence ou le principe qui imprègne tout ce qui existe, l'esprit infini ou universel. L'esprit universel, étant infini et omnipotent, contrôle des ressources illimitées. Et, lorsque nous nous souvenons qu'il est également omniprésent, nous ne pouvons échapper à la conclusion que nous sommes nécessairement une expression ou une manifestation de cet esprit. La reconnaissance et la compréhension des ressources de l'inconscient indiqueront que la seule différence entre l'inconscient et l'universel est une différence de degré. Leur différence est uniquement celle d'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Ils sont identiques en nature et en qualité. Leur seule différence est une différence de degré. Pouvez-vous apprécier la valeur de ce fait capital ? Vous rendez-vous compte que la reconnaissance de ce fait fantastique vous met en contact avec l'omnipotence. L'inconscient, étant le lien qui relie l'esprit universel au conscient, n'est-il pas évident que le conscient puisse consciemment suggérer les pensées que l'inconscient mettra en action ? Et comme l'inconscient est un avec l'universel, n'est-il pas évident qu'aucune limite ne peut être imposée à ces activités ? La compréhension scientifique de ce principe expliquera les résultats merveilleux obtenus par le pouvoir de la prière. Ces résultats ne sont pas provoqués par une distribution spécifique de la providence, mais ils résultent au contraire du fonctionnement d'une loi parfaitement naturelle. Il n'y a rien de religieux ou de mystérieux à son propos. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont pas prêts à observer la discipline nécessaire pour penser correctement, bien qu'il est évident qu'une pensée erronée leur a apporté l'échec. La pensée est l'unique réalité. Les conditions ne sont que des manifestations extérieures. Si la pensée change, toutes les conditions extérieures ou matérielles doivent changer pour être en harmonie avec leur créateur, qui est la pensée. Mais la pensée doit être nette, régulière, fixe, définie, immuable. Vous ne pouvez pas faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Vous ne pouvez pas non plus passer 20 ou 30 ans de votre vie à créer des conditions négatives en entretenant des pensées négatives et vous attendre ensuite à les voir disparaître après 15 ou 20 minutes de pensée correcte. Si vous adoptez la discipline nécessaire pour provoquer un changement radical dans votre vie, vous devez le faire délibérément, après y avoir bien pensé et après avoir pleinement considéré le sujet. Ensuite, vous ne devez rien laisser interférer sur votre décision. Cette discipline, ce changement de pensée, cette attitude mentale ne vous apporteront pas seulement les choses matérielles nécessaires à votre bien-être supérieur, mais également la santé et des conditions généralement harmonieuses. Si vous souhaitez jouir de conditions harmonieuses dans votre vie, vous devez développer une attitude mentale harmonieuse. Votre monde extérieur sera le reflet de votre monde intérieur. Comme exercice cette semaine, concentrez-vous sur l'harmonie. Concentrez-vous sur elle dans tous les sens du terme.
Concentrez-vous tellement profondément, tellement sincèrement, que vous ne serez conscient que de l'harmonie. Rappelez-vous, nous apprenons en agissant. La lecture de ces leçons ne vous mènera nulle part. C'est dans leur application pratique que réside leur valeur. Apprenez à maintenir la porte fermée. Éloignez de votre esprit et de votre monde tout élément qui cherche à y accéder sans fin utile définie en vue. George Matthew Adams. Question d'étude de la 14e partie. Quelle est la source de toute sagesse, de tout pouvoir et de toute intelligence? L'esprit universel. D'où proviennent tout mouvement, lumière, chaleur et couleur? De l'énergie universelle, qui est une manifestation de l'esprit universel. D'où provient le pouvoir créateur de la pensée? De l'esprit universel. En quoi consiste la pensée? C'est l'esprit en mouvement. Comment l'universel se différencie-t-il dans la forme? L'individu est le moyen par lequel l'universel produit les diverses combinaisons qui se traduisent dans la formation des phénomènes. Comment cela s'accomplit-il? La capacité de l'individu à penser et sa capacité à agir sur l'universel et à le manifester. Quelle est la première forme adoptée par l'universel à notre connaissance? Les électrons qui remplissent tout l'espace. D'où proviennent toutes choses? De l'esprit. Quel est le résultat d'un changement de pensée? Un changement de condition. Quel est le résultat d'une attitude mentale harmonieuse? Des conditions de vie harmonieuses. Fin de la 14e partie. Merci et à très vite pour la suite.